Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Nous avons fait une émission très intéressante sur la gestion de l'eau. Oui, avec Madame Aziza. Avec Madame Aziza, sur le plan international. Et on s'est rendu compte, bien évidemment, avec le changement climatique, qu'il y a des États, des nations, des pays, des régions qui sont en difficulté majeure par rapport à ce déficit d'eau. Oui, dans cette émission me paraît très importante dans la mesure où Madame Aziza, qui est vraiment l'experte de l'eau, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est vraiment une grande experte de l'eau, montre très clairement que le problème de l'eau est plus important que le problème du carbone dont tout le monde parle aujourd'hui. Ça, c'est extrêmement important. Car l'eau, sans eau, l'homme meurt. Avec ou sans carbone, c'est autre chose. Mais sans eau, on meurt. Donc il n'y a pas de problème. L'eau est indispensable à la vie. Bon. Et on voit bien que sur l'évolution climatique actuelle, et sans entrer dans tous les détails de l'écologie positive, négative, ou ce que vous voudrez, les affirmations des gourous dans tous les sens, en réalité, le problème de l'eau est réel. Alors c'est vrai que chez nous en France, avec tout ce qui nous est tombé dessus, on se dit qu'il n'y a pas de problème, mais enfin cette année, hein, mais en réalité, même là, on s'aperçoit quand même que peu à peu, hein, il y a le cycle de l'eau est en train d'évoluer, les retombées hydriques sont souvent moins fortes que prévues dans un certain nombre de zones du monde et mettent en danger tous les équilibres de ces pays-là. Et donc, il est indispensable de travailler là-dessus, non seulement en prenant des mesures de précaution, bien entendu, mais aussi en réfléchissant à comment on peut vivre et s'organiser pour vivre dans un monde dans lequel il y aura moins d'eau disponible que nous n'en avons aujourd'hui. Je vous laisse redécouvrir une partie très importante de cette émission. Et vous allez voir, c'est très, très intéressant. Merci et à bientôt. Comment aujourd'hui le problème de l'eau est-il pris au niveau international? Est-ce qu'il y a une prise de conscience, comme on le disait, réelle? Ou est-ce que c'est certains pays, comme l'Europe par exemple, parce que nous sommes très sensibilisés aux problèmes climatiques, comment ça se passe? Alors, il est clair que la France a été choquée par l'été 2022 et le fait de s'être retrouvée avec 1300 communes qui étaient en rupture d'alimentation d'eau potable. C'était un scénario de science-fiction inimaginable pour une France qui est à la base un pays tempéré, qui ne manque pas d'eau, qui a toujours de l'eau dans ses tuyaux. Et lorsqu'en 2005, on avait manqué de l'eau dans 2 communes, des grands plans de communication avaient été lancés pour économiser la ressource. Là, on a basculé à 1300 communes et plus de 700 qui ont été en rupture totale. Donc ça signifie une économie à l'arrêt, des populations à l'arrêt. Donc là, vraiment, il y a une prise de conscience. Et c'est la première fois, d'ailleurs, qu'on a un plan eau. On peut dire ce qu'on veut sur ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas dedans, mais en tous les cas, il est là. Et c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas ailleurs, quand on regarde les autres pays. L'Espagne, actuellement, est touchée de plein fouet et n'était absolument pas prête, tout comme le Portugal, qui s'est retrouvé avec ses barrages à vide. Donc, on voit très bien que là, il y a des questions qui se posent de manière beaucoup plus claire. Et donc, il y a toute une partie qui continue à foncer dans le mur et une autre partie qui se dit non, là, ça va beaucoup trop vite. Comment est-ce qu'on va faire? Et on en vient uniquement à des solutions comme ce qui a été mis en œuvre à Barcelone pour désaliniser. Et donc, on voit très bien qu'ils vont vers cette solution, mais il ne faut jamais oublier que la désalinisation a un coût énergétique notoire. Soit vous avez beaucoup de pétrole et vous avez beaucoup d'eau, vous transformez l'or noir en or bleu, soit vous avez beaucoup d'énergie et à ce moment-là, vous pouvez aussi avoir beaucoup d'eau. Mais pour faire de l'énergie, dans la plupart des formes, il faut de l'eau. Oui. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, un système comme ça qui fonctionne en interne. Et puis ensuite, vous avez des pays, je pense par exemple au Brésil, qui a été particulièrement impacté en 2021 par une sécheresse extrême. Le Brésil, c'est quand même 71% de son électricité qui vient de ses barrages hydroélectriques qui se sont retrouvés complètement vides en 2021. Là, ça pose un vrai problème parce que si tout un pays mise sur une forme électrique qui est directement dépendante de la gestion de la ressource en eau et qui se retrouve finalement à vide, c'est toute une stratégie qu'il faut remettre en place.
et qui est très complexe à l'échelle de ces pays-là. Surtout que le Brésil est un géant de l'eau mondiale. Et c'est pareil pour le Canada. Le Canada se met à irriguer certaines cultures, ce qui était impensable au Canada. Mais on a vraiment des situations de stress hydrique très fort dans le pays qui était censé avoir, comme le Brésil, être le géant avec cette hégémonie de l'eau. Donc en réalité, quand ils sont frappés plein fouet, il y a une prise de conscience. Est-ce qu'il y a une mise à l'action? Je ne suis pas sûre. Quand on voit l'état du fleuve Amazon en ce moment, on devrait se poser des questions. Mais il va falloir peut-être arriver à la phase de crise pour qu'on agisse. Est-ce qu'il y a vraiment une adaptation du territoire ou est-ce qu'il y a des assurances qui se retirent et qui disent non, finalement, on va passer à autre chose? Pour donner un exemple, il y a à peu près un mois, il y a un article qui est sorti dans le New York Times, qui est édifiant. Cet article, il a été réalisé par 2 journalistes qui ont décidé d'analyser l'ensemble des nappes souterraines en dessous de tous les États-Unis. Et ils ont découvert à quel point il y avait déjà une partie qui était en voie de tarissement. Je crois que c'est à peu près l'équivalent de 11%, regardez les chiffres. Et tout le reste est en déclin. Donc ça signifie qu'on a des réserves agricoles, parce que l'eau, c'est aussi une eau qui sert à l'agriculture. En fin de compte, c'est l'eau qui sert à tous nos modèles économiques. L'eau sert à nous habiller, l'eau sert à nous nourrir. Donc en fin de compte, on se rend bien compte à quel point c'est une chaîne de valeur qui est gigantesque et qui s'appuie très facilement sur l'extraction des nappes souterraines. Le problème, c'est que là, eh bien, les États-Unis ont découvert avec effroi que leurs nappes souterraines sont en train de s'effondrer. Suivant certaines études, dans le Middle West américain, eh bien, il faudrait 2700 ans de pluie pour recharger la nappe. Donc, ah oui, donc là, c'est effectivement... Donc, en fait, autant on a toujours l'impression que c'est un cycle de l'eau qui se renouvelle, que c'est facile, que c'est évident, que l'eau va tomber et qu'en fin de compte, elle reviendra tout le temps. Et là, non, en fait, l'eau, il faut qu'elle puisse avoir le temps de tomber. Et puis, l'eau, quand elle tombe, le 2/3 repart dans l'atmosphère. Il y a que, dans le cas idéal, il n'y a que 9% qui rejoint la nappe. C'est pas si évident de recharger les nappes. Pour la première fois, j'ai vu, enfin, un rapport des Nations Unies qui vient de sortir, qui analyse les 6 risques majeurs dans le monde et qui, enfin, met en exergue le fait que les eaux souterraines et l'épuisement des eaux souterraines dans le monde entier sera un des plus grands risques majeurs de ce siècle à l'échelle mondiale. Quand on assèche une nappe phréatique, donc on enlève de l'eau. Mais est-ce que la terre, enfin, les composants reprennent la place que de l'eau qu'on enlève? Exactement. Alors ça, c'est vraiment le problème qu'on a aussi. C'est quelque chose dont on ne parle plus. Alors on en a parlé pour Jakarta parce qu'on sait qu'il y a effectivement une subsidence, c'est-à-dire que les terres s'enfoncent. Mais ce problème, on le retrouve partout dans le monde. Toutes les grandes villes sont en train de s'effondrer sur elles-mêmes. Parce que vous avez des nappes sous les villes. Et en fait, partout dans le monde, nous surexploitons l'eau souterraine au-delà de sa capacité de renouvellement. Alors, je pensais à l'Afrique, au lac Tchad, par exemple. Bon, c'est un lac donc, qui se réduit tout le temps. Est-ce que c'est inéluctable? Est-ce qu'on pourrait ramener de l'eau? Pourquoi, justement, dans une zone comme le lac Tchad, qui faisait vivre la population de 3 pays, enfin, la zone environnante qui concernait 3 pays, bon, l'eau disparaît. Est-ce que c'est simplement un effet de sécheresse? Est-ce qu'il y a des solutions pour essayer de freiner ça? Comment, dans un cas comme ça, comment on fait? Alors, 53% des lacs dans le monde sont en déclin. Et la plupart sont sur le point de disparaître. Pourquoi? Parce que là encore, on est sur, une sursollicitation de la ressource en eau. Deuxièmement, des flux d'évaporation beaucoup plus clairs dans un contexte de réchauffement global. Et donc, plus on a de l'évaporation, plus ça va générer un gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui est la vapeur d'eau. Elle réchauffe localement. En réchauffant, elle permet à nouveau d'extraire et donc de générer de la vapeur d'eau supplémentaire. Sauf qu'à un moment donné, cette eau, en fait, contrairement au carbone, qui est un gaz à effet de serre qui est émis et qui va avoir un temps de résidence très long, la vapeur d'eau n'a pas un temps de résidence très long. Donc elle va retomber sous la forme de rivières atmosphériques. Et donc on va se retrouver avec des pluies diluviennes ailleurs. Donc ces pluies sont dantesques et prennent une autre ampleur que l'on n'avait jamais connue jusque-là, parce qu'on a toujours une variabilité climatique naturelle. Là, on passe d'un extrême à un autre, tout le temps. Ces lieux qui sont des réserves d'eau à ciel ouvert, eh bien, non seulement sont sursollicités,
Et puis on ne s'arrête jamais parce que la population ne fait que s'accroître. Et donc il faut plus d'eau pour ces populations. Mais pourquoi il faut plus d'eau? Pas spécialement pour boire. On a largement tous assez de l'eau pour boire. On a besoin d'eau pour manger. Le vrai problème, ce ne sera pas des assoiffés dans le monde, c'est des affamés. Si on n'a pas 2 à 3 000 litres d'eau pour construire notre assiette, on ne mange pas. Ça signifie que nécessairement, plus vous avez des populations qui mangent de la viande, plus elles consomment de l'eau dans ces ressources. Donc en fait, c'est tout le cycle de l'eau qui est complètement chamboulé à toutes les échelles, déstructuré, j'ai envie de dire. Les bassines, ce sont des retenues qui ont été créées dans un contexte très particulier. On a des exploitants agricoles qui se trouvent, je veux dire, sur la grande frange ouest de la France, on va dire entre les Deux-Sèvres, l'Aquitaine, toute cette zone-là. Vous avez des terres très plates. La Charente, toutes ces zones. Et donc, ces terres, en fait, eh bien, elles sont incapables de recueillir des eaux de ruissellement, puisqu'on n'a pas de nivellement. Ouais. Là, on est en train de basculer dans une situation très nouvelle. Au début des années 2000, on avait mis en place un système en 4 couleurs, vert, jaune, orange, rouge, avec des niveaux de vigilance, d'alerte, alerte renforcée, crise, sur la ressource en eau superficielle et profonde, avec des arrêtés préfectoraux qui imposent le fait de dire, à partir du moment où on est en phase de crise, donc niveau rouge, à ce moment-là, eh bien, il est interdit d'irriguer. Interdiction des prélèvements, interdiction totale, parce qu'il y a un enjeu sur la ressource. Bien sûr. Ça a été mis en place, notamment parce qu'on a l'héritage de la grande sécheresse de 1976, qui avait coûté très cher à tous les Français qui avaient dû mettre la main à la poche. Donc c'était très impopulaire. Et on s'est dit, on va préserver la ressource. On est tout de même dans une politique française qui la préserve, cette ressource. Donc on s'est dit, en mettant en place ces arrêtés préfectoraux, dès qu'on aura un enjeu sur la ressource, paf, on bloque. Et la première chose qu'on bloque, c'est l'irrigation. Qu'est-ce qui s'est passé? On passe d'un seul coup en 2017 de quelques communes à presque 90% du territoire qui est en zone rouge. Et jusqu'en 2022, alors chaque année ne se ressemble pas, mais en fait ce nombre d'arrêtés et la surface des arrêtés augmente. Ça signifie qu'en l'espace de 5 ans, il est quasiment interdit d'irriguer en France. Et donc quand on regarde les textes, parce que c'est très réglementaire en fait ce problème-là, on se rend compte que dans les textes initiaux, il est précisé que vous pouvez tout de même irriguer si vous avez une surface à air libre, type un lac, une retenue collinaire, et que vous avez de l'eau dedans, vous pouvez continuer à irriguer. C'est ça. Donc que se dit le monde agricole? Ils se disent, comme on ne l'a pas, on va la créer. Eh oui. Parce que sinon, on n'a plus le droit d'irriguer. Et en fait, c'est un monde qui ne peut pas se remettre en question en l'espace de 5 ans. On a des questions d'assolement, on a des questions pas évident, très complexes sur les agriculteurs. Et puis, il y a des investissements, il y a des crédits à très long terme, il y a des enjeux notamment de grands agro-industries qui ont commandé des productions. Donc, en réalité, vous avez une énorme chaîne et tout le monde est pieds et mains liés et la sécheresse arrive. Donc, trouver cette solution, elle est plus simple. On se dit, voilà, on va aller prélever sous terre l'équivalent de 260 piscines olympiques, c'est pas rien, et on va les prélever dans la nappe quand c'est autorisé. Comme ça, quand ce sera interdit, on aura l'eau. Voilà, le principe des bassines, c'est ça. Après, quel est le problème des bassines? Parce que comme on réfléchit juste à très court terme, là, pour trouver une solution rapide, et on sait très bien quand on réfléchit en phase de gestion de crise, on ne prend pas toujours les meilleures résolutions bien sûr. si on n'y a pas réfléchi avant. Donc déjà, le niveau de la nappe, il chute. Oui, il chute, bien entendu. Comme le niveau de la nappe chute, tous ceux qui avaient un petit forage, il est à sec. Tous les petits maraîchers locaux n'ont plus d'eau. Tous ceux qui avaient un puits, non plus. Et puis, toutes les zones qui sont connectées en surface, puisque les rivières de surface, si vous voyez de l'eau quand il ne pleut pas, elle vient de la nappe. Donc en réalité, il y a une déconnexion qui se fait entre la rivière et la nappe. La nappe étant beaucoup plus basse avant le printemps, puisqu'il prélève l'hiver, au moment où la nappe va devoir donner son eau au cours d'eau, et donner son eau notamment aux premières couches de terre pour avoir de l'humidité, eh bien à ce moment-là, comme il n'y a plus cette connexion, on a directement un assec sur la rivière.
Et donc, cette rivière à sec, ça signifie que tout le vivant s'effondre. Oui, bien sûr. Mais tout le vivant s'effondre. Si vous mettez de l'eau croupissante dans une sorte de bâche en plastique, alors un peu améliorée maintenant, mais on va dire, vous mettez du béton, vous mettez du plastique, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des développements algaires et vous allez avoir des développements de cyanobactéries. Donc, vous vous retrouvez avec une pompe en sortie de cette bassine pour alimenter des plaines irriguées. Mais cette pompe, elle se bouche parce qu'elle se remplit d'algues. Donc maintenant, on est obligé d'envoyer des plongeurs pour aller déboucher la pompe. Et puis, comme il y a beaucoup de cyanobactéries, il y a tout de même un risque d'aller jeter ces cyanobactéries sur de légumes crus qu'ensuite on va manger. Et toutes ces questions-là, on ne se les pose absolument pas. On cherche, et je comprends que l'on cherche des solutions rapides parce que le changement climatique tel qu'il est en train de s'inviter dans nos vies, il dépasse toutes les méthodes, toutes les manières qu'on avait de penser. Il va nous falloir avoir des cerveaux disruptifs, il va falloir qu'on soit très rapide, et on ne sait pas faire. Mais en l'espace de 5 ans, la France s'est transformée. La France est le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde. Et donc, les agriculteurs au milieu de tout ça sont confrontés à cette question. Donc en réalité, c'est des questions multifactorielles, absolument systémiques pour tout, mais si vous regardez, il y a de l'eau partout. Comme quoi, on voit une chose, et puis c'est l'effet papillon, comme on dit. On part d'un problème, et puis on en découvre quantité d'autres. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'effectivement, au niveau mondial, au niveau international, est-ce que l'ensemble des pays vont vraiment commencer à prendre sérieusement en compte le problème de l'eau? Parce qu'on parlait de la France, qui, elle, est dans le coup. Enfin, essaye, en tout cas, avec les bons et les mauvais côtés que vous évoquiez. Alors, la prise de conscience, elle est sur les ressources. Oui. Mais les ressources pour nos usages, pas les ressources pour la préservation, pas les ressources pour la protection. Le fait d'avoir extrait aussi massivement toutes les nappes souterraines profondes fait qu'on a modifié l'axe de la Terre de 80 cm vers l'est. Oui, ça c'est effectivement, l'axe de la Terre a bougé du fait des pompages de l'eau. Dont le spin aussi. Avec toutes les incidences climatiques que ça représente, parce que changer l'axe de la Terre, ça représente aussi des régions plus ou moins exposées. Pourquoi la France n'est pas un modèle? Parce qu'ils n'en avaient pas besoin, parce que la France avait de l'eau. Donc pourquoi la France s'est jamais posé la question? Parce que la France est un pays tempéré, qui avait énormément d'utilisateurs d'eau, parce qu'en réalité, eh bien, elle pouvait les avoir, ces utilisateurs. Ça posait aucun problème. Dans les Pyrénées-Orientales, si on ne dessalinise pas de l'eau dans les 5 prochaines années, je ne sais pas si ces territoires pourront être habitables. Parce qu'il n'y a plus d'eau. Mais le problème, il est beaucoup plus profond. C'est qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de développement territorial, et il n'y a même pas d'habitabilité s'il n'y a pas d'eau. Et cette question, personne, j'ai l'impression en tous les cas, très peu, se la pose partout. Sur la question climatique, on ne parle que du carbone, que de ça. Et en fait, on ne peut pas. Il faut parler de tout. On comprend mieux beaucoup de choses grâce à vous. Hein. Et moi, il y en a une, que vous venez de le citer, il y a une qui me paraît une évidence, c'est que dorénavant, moi, quand on parle à carbone, je dirais et l'eau. Hein, parce que tout ça, ça se tient. Et dans les réflexions du futur, il va peut-être quand même falloir sérieusement se pencher sur ce problème, parce qu'il est vital pour le futur. Et on ne peut pas donc y échapper, on ne peut pas l'escamoter. C'est un problème réel pour lequel nous sommes tous concernés. Merci encore de nous avoir entendus cette fois-ci. Merci Mme Aziza, parce que vraiment c'était très intéressant, grâce à vous. Et j'espère que chacun pourra en tirer plein d'enseignements pour lui.